On va maintenant s'intéresser à une autre famille d'analyse statistique, celle de la modélisation de trajectoires latentes, qui est utilisée essentiellement lorsqu'on travaille avec des mesures répétées à travers le temps. L'enjeu étant d'évaluer le processus de changement d'une mesure, en particulier à travers le temps. On va s'intéresser dans un premier temps à la modélisation de courbes de croissance latente avec M+, en essayant d'accéder à son intelligence. Alors, pour ce faire, supposons qu'on s'intéresse au cas 1100 de notre base de données et qu'on veut rendre compte de la trajectoire des troubles de conduite de cet enfant. On va placer le temps sur l'axe horizontal, temps de mesure, et les troubles de conduite sur l'axe vertical. Alors, au temps 1, le score de cet enfant tourne autour de 18 comme trouble de conduite. Au temps 2, on voit que ça diminue, tourne autour de 8. Et au temps 3, le score de cet enfant tourne autour de 6. Et donc, il est possible effectivement de connecter les 3 points pour avoir une idée sur la trajectoire des troubles de conduite de cet enfant. Eh bien, cette trajectoire des troubles de conduite, c'est ce qu'on appelle courbe de croissance observée individuelle. C'est la courbe individuelle de cet enfant. Évidemment, on peut aller plus loin et se poser la question de savoir quel est le modèle qui s'ajuste le mieux à ces données. Est-ce le modèle linéaire ou le modèle curvilinéaire? En l'occurrence ici, c'est assez clair que le modèle linéaire s'ajuste le mieux aux données. En tout cas, pas le modèle curvilinéaire. Cette courbe qui s'ajuste le mieux aux données, autrement dit cette courbe linéaire, est ce qu'on appelle la courbe de croissance latente. Et donc ici, la courbe de croissance latente n'est rien d'autre que la droite de régression, en l'occurrence qui comporte 2 paramètres. Et bien la constante, qu'on va symboliser ici par état 0, donc c'est là où part la droite de régression, et la constante symbolisée par état 1, autrement dit le degré de diminution des troubles de conduite à travers le temps. Donc nous avons les 2 paramètres qui représentent la droite de régression, autrement dit la courbe de croissance latente, encore la trajectoire latente de cet individu. L'enjeu est tout simplement de chercher à prédire le changement dans les troubles de conduite. Évidemment, on ne s'intéresse pas seulement à un individu, on s'intéresse à une pluralité d'individus. Alors ici, j'ai essayé de représenter les trajectoires observées de 50 enfants, afin de simplifier. Notre base de données comporte plus de 50 enfants en son temps. Eh bien, vous avez ces trajectoires individuelles observées. C'est comme si nous connectons les scores des 3 temps de mesure et que nous obtenions ces courbes de croissance observées. Ce qui est intéressant, c'est que si vous calculez la moyenne des scores au temps 1, la moyenne des scores au temps 2, la moyenne des scores au temps 3, vous obtenez ces points noirs. Donc, ils représentent la moyenne à chaque temps de mesure. Connectez ces 3 moyennes, vous obtenez la trajectoire moyenne observée, appelée aussi courbe des moyennes, en particulier en analyse de variance à mesure répétée. Donc la courbe des moyennes en analyse de variance répétée réfère à ce qu'on appelle trajectoire moyenne observée. Étant entendu, bien sûr, contrairement en analyse de variance à mesure répétée, en modélisation de courbe de croissance latente, on s'intéresse plutôt à la trajectoire moyenne latente. Alors ici, vous avez une représentation des trajectoires latentes de 50 enfants. Donc ici, c'est carrément des droites de régression, étant entendu que chaque enfant présente une droite de régression. Alors, calculons la moyenne au temps 1, la moyenne au temps 2, la moyenne au temps 3, et vous obtenez cette
trajectoire moyenne latente, et donc qui est calculée à partir des droites de régression, autrement dit des trajectoires latentes individuelles. Étant entendu qu'ici, on représente seulement les trajectoires individuelles de 50 enfants. Ben voilà ce qu'on appelle une trajectoire moyenne latente. Donc, c'est la trajectoire la plus moyenne possible qui symbolise la tendance des trajectoires latentes individuelles. Autrement dit, des trajectoires estimées à l'aide du modèle de régression. De telle sorte que cette trajectoire moyenne latente est aussi appelée trajectoire estimée, estimée à l'aide des modèles de régression. Étant entendu que l'origine de la trajectoire moyenne est appelée statut initial, donc c'est la constante. Et le degré de diminution de cette trajectoire moyenne est appelé taux de changement ou pente. Donc deux concepts à retenir. Statut initial, c'est le score moyen au temps de départ, au temps 1 ou 0 si vous préférez. Et taux de changement, c'est le degré de diminution des scores lorsqu'on passe du temps 1 au temps 2 ou du temps 2 au temps 3. Autrement dit, chaque fois qu'on passe d'un temps à l'autre, de combien diminuent les troubles de conduite? Ben, ce degré de diminution, c'est ce qu'on appelle taux de changement ou pente, si vous préférez. Ce qui est intéressant, c'est que le statut initial et le taux de changement sont des moyennes. Dans les sorties M+, que vous allez voir tantôt, vous allez surtout observer moyenne. Donc l'idée, effectivement, c'est de signifier qu'en fait, le taux de changement et le statut initial correspondent à des valeurs moyennes. Étant entendu que autour de la droite de régression, ou si vous voulez de la trajectoire moyenne latente, eh bien, il y a une certaine variabilité. Autrement dit, il y a une variabilité autour du statut initial et une variabilité autour du taux de changement. Eh bien, ces variabilités, eh bien, on les appelle des variances. Donc, on aura la variance du statut initial et la variance du taux de changement. Étant entendu que l'enjeu est d'expliquer la variabilité autour du statut initial et la variabilité autour du taux de changement. Encore, ces variabilités, autrement dit ces variances, sont appelées effets aléatoires, alors que le statut initial et le statut de changement sont appelés effets fixes. C'est pourquoi on parle de modèles à effet fixe, c'est-à-dire les moyennes, le statut initial moyen et le taux de changement moyen, et variance, la variance autour du statut initial et autour du taux de changement, variance appelée effet aléatoire. Effet fixe, effet aléatoire. Modèle à effet fixe et à effet. Dans le cas effectivement d'une absence de variance, et pour la constante et pour la pente, eh bien tous les individus suivent la même trajectoire. Donc ici, on voit bien que les trajectoires individuelles coïncident avec la trajectoire moyenne. Donc aucune variation autour du statut initial et aucune variation dans le taux de changement à travers le temps. Qu'en est-il pour cette situation? Et donc ici, c'est assez clair qu'il y a une variabilité autour du statut initial, c'est-à-dire du score au temps 1, au temps de départ, mais il n'y a pas de variabilité autour de la pente, puisqu'effectivement, le degré d'inclinaison des trajectoires individuelles est le même, parce que le degré d'inclinaison des trajectoires latentes individuelles est le même d'un individu à l'autre. Donc, variabilité autour du statut initial et absence de variabilité autour du taux de changement. Étant entendu qu'ici, on cherche à expliquer les différences entre les individus dans le statut initial. Et finalement, qu'en est-il lorsque vous avez cette situation? Effectivement, il y a une variabilité autour du statut initial, mais aussi une variabilité autour du taux de changement. Et donc, les individus ne suivent pas la même trajectoire. Eh bien, c'est ce qui est visé effectivement en modélisation de courbes de croissance latente. On cherche essentiellement à expliquer la variabilité autour du statut initial, mais aussi la variabilité autour du taux de changement. Ceci étant dit, on va s'intéresser à une base de données, celle
qui porte sur 173 enfants présentant un trouble de comportement, des enfants suivis à travers 3 temps de mesure répartis de cette façon. Donc 118 ont utilisé des services psychosociaux tout au cours de l'enquête et 105 n'en ont pas utilisé. Alors on s'intéresse essentiellement au processus de changement des troubles de conduite à travers le temps. Des troubles de conduite qui ont été mesurés au temps 1, au temps 2, puis au temps 3, selon un intervalle d'une année. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à ce qu'on appelle le modèle inconditionnel. Autrement dit, le modèle qui cherche tout simplement à mettre en évidence le modèle de trajectoire moyenne de changement à travers le temps qui s'ajuste le mieux aux données. Alors, pour ce faire, on va ouvrir notre base de données qui s'intitule Problème conduite. Alors, on peut bien voir nos 3 variables d'intérêt, autrement dit la variable trouble conduite, mesurée au temps 1, au temps 2 et au temps 3. Évidemment, puisqu'on est en modélisation, on utilise essentiellement le logiciel M+. Alors, on va vérifier la base de données pour voir si elle est bien préparée. En l'occurrence, la base de données ne comporte pas de données manquantes, étant entendu qu'on cherche à expliquer les différences interindividuelles dans le changement à travers le temps à l'aide de 2 prédicteurs, sexe et service, l'utilisation des services. Alors on va y aller, on va convertir notre base de données SPSS en base de données M+, et surtout générer la syntaxe qui permet à M+, de lire les données. Donc on y va, on va cliquer sur N2M+, ensuite sur Browse pour aller chercher notre fichier SPSS. Alors, je vais cliquer sur Problème conduite. Alors il n'y a pas de données manquantes, on va cliquer directement sur Go, copier la syntaxe et ouvrir un fichier de syntaxe. Alors, je vais coller la syntaxe que je viens de copier. Peut-être mettre un titre, title. Alors, modèle inconditionnel des trajectoires de trouble conduite. Point virgule, data variable. Alors, on va signifier au logiciel, voici la liste des variables sur lesquelles nous travaillons. Donc, variable égale. On va s'intéresser d'abord au modèle inconditionnel, autrement dit au modèle sans prédicteur. On va coller point virgule. J'ai entendu qu'on peut dire merci à M+. Donc, voilà un peu comment se présente notre modèle. En l'occurrence, la question qu'on se pose est de savoir est-ce que le modèle qui s'ajuste le mieux aux données est le modèle linéaire ou curvilinéaire? Est-ce que la tendance est à la croissance ascendante ou à la croissance descendante? Pour ce faire, on va chercher à estimer ce modèle et surtout s'assurer que le modèle est bien identifié. En l'occurrence, nous avons 3 variables, 3 mesures répétées, 3 multiplié par 3 plus 1 divisé par 2 nous donne 6 informations. Plus les 3 moyennes observées, nous obtenons 9 infos au total. Pour les paramètres, ici en fait, on observe que le modèle de croissance latente est assez similaire au modèle d'analyse factorielle confirmatoire. En l'occurrence, l'idée est que la constance dans le changement à travers le temps, en l'occurrence pour ce qui est des troubles de conduite des enfants, s'explique tout simplement par une constante et une pente. Alors la constante, c'est le statut initial, la pente, c'est le taux de changement. C'est qu'effectivement, il y a des facteurs latents qui expliquent la constance dans le changement à travers le temps. Et donc, on peut voir le modèle de croissance latente comme étant un modèle factoriel. Mais à la différence qu'ici, les loadings sont contraints comme étant
égaux à 1 pour ce qui est de l'intercept I, mais aussi pour ce qui est de la pente S comme slope, eh bien, on va affecter 0 au premier indicateur, 1 deuxième indicateur et 2 au troisième indicateur. L'idée, effectivement, étant de modéliser le taux de changement. Alors, le temps 1, c'est un peu le temps de référence. Donc, on va lui donner la valeur 0. Le temps 2, c'est le temps qui suit. Et le temps 3, c'est aussi le temps qui suit. Donc, généralement, c'est 0, 1, 2 qui, effectivement, permettent de modéliser le taux de changement. Étant entendu que pour l'état initial I, comme intercept, eh bien, on va fixer les loadings à 1. Justement, à raison de ces contraintes, eh bien, le modèle de croissance latente est plus contraignant, donc comporte plus de restrictions que le modèle d'analyse factorielle où les loadings sont quand même libres d'être estimés, à part qu'on fixe seulement le premier indicateur à 1. Et donc cela change un peu la façon de calculer le nombre de paramètres libres à estimer. Alors on aura donc premier paramètre l'intercept, autrement dit la constante ou état initial. Ensuite le slope ou pente ou encore taux de changement. Donc on a deux paramètres. La variance autour de la pente, mais aussi la variance autour de l'intercept. La covariation entre l'intercept et la pente et les trois erreurs, étant entendu que ces valeurs sont des valeurs fixes, donc qui ne sont pas estimées. Donc on aura au total 8 paramètres à estimer. Donc 9 infos moins 8 paramètres donne 1. Et donc ici, nous avons un modèle suridentifié. Maintenant que nous avons fini de suridentifier notre modèle inconditionnel, on peut chercher à l'estimer à l'aide d'un plus. Alors on va y aller, on va écrire la syntaxe du modèle. Donc modèle, tout naturellement, deux points. Alors I comme intercept ou constante, ou encore une fois statut initial. S comme slope ou pente ou taux de changement. Ensuite, on va saisir la barre verticale pour signifier au logiciel qu'en fait, nous voulons estimer la trajectoire latente des variables observées au temps 1, temps 2 et temps 3. Alors, en particulier, on va mettre arrobase 0 pour signifier qu'en fait, le temps 1, c'est le temps de référence. Arrobase 1, donc chaque fois qu'on passe de 0 à 1, par exemple, de combien diminue ou augmente la trajectoire. De même, chaque fois qu'on passe du temps 1 au temps 2, ou si vous voulez, du temps 2 au temps 3, de combien effectivement augmente ou diminue la trajectoire. Donc voilà un peu comment représenter le modèle inconditionnel. Étant entendu qu'on peut spécifier l'output. Donc ici rien ne change. Somme stat stand comme standardise. Alors l'autre nouvelle information, c'est peut-être signifier au logiciel M+, que nous voulons aussi sortir les trajectoires. Alors pour ce faire, on va saisir plot et signifier au logiciel que le type en question, c'est le type 3. Et peut-être spécifier la façon dont les séries de trajectoires vont se présenter. Alors je vais copier les mesures répétées et mettre le signe étoilé, de façon effectivement à signifier au logiciel que nous voulons ces séries de données dans les graphiques. Alors c'est presque tout. Alors on va vérifier pour s'assurer que l'ensemble est correct. Use variable égale I intercept S. Alors tout semble correct. On va enregistrer le fichier. Alors on va chercher le dossier bureau LabOweb 5.
et intituler ce fichier de syntaxe du genre modèle inconditionnel .inp, enregistrer et cliquer sur Run de façon à voir apparaître les résultats. Alors, notre base de données comporte 173 cas, donc nous retrouvons nos 173 enfants, étant entendu qu'on a 3 variables dépendantes, autrement dit 3 variables observées, et 2 variables latentes, en l'occurrence l'intercept et la pente de notre trajectoire latente, qui symbolise effectivement, symbolisée par la valeur 2. Alors, nous avons nos 3 variables mesurées aux 3 temps de mesure. Les variables latentes, l'intercept et le slope, étant entendu qu'on va s'intéresser en particulier à l'ajustement du modèle. Alors, nous avons 8 paramètres qu'on avait comptabilisés auparavant. Étant entendu que le nombre de degrés de liberté est de 1, certainement le nombre d'informations disponibles c'est 9. Donc 9 moins 8 nous donne 1, 1 étant le nombre de degrés de liberté. Alors le qui carré frôle la valeur 0 et clairement il n'est pas significatif statistiquement parlant. C'est le signe effectivement d'un ajustement presque parfait du modèle inconditionnel, étant entendu que le RMCA est de 0, le CFI 1, le SRMR de 0.05 et donc dans l'ensemble le modèle s'ajuste parfaitement aux données analysées. On va sortir les trajectoires observées individuelles de façon à visualiser ce qui se passe dans les données de l'échantillon. Alors on va y aller. Pour ce faire, on va cliquer sur Plot, View Plot. Ensuite, on a valeur observée individuelle. Donc on va cliquer sur valeur observée individuelle de façon effectivement à sortir les trajectoires individuelles observées. Donc on va cliquer sur View. Ensuite, peut-être spécifier le nombre de trajectoires individuelles qu'on veut voir apparaître. Alors ici c'est marqué 10, on peut peut-être y aller avec 20. Donc on va vouloir observer 20 trajectoires individuelles pour mieux interpréter le graphique. Alors OK. Alors vous avez devant vous 20 trajectoires individuelles obtenues. Alors difficile de voir si le modèle est un modèle linéaire ou équilinéaire. Mais de manière générale, il semble que le modèle soit plus ou moins linéaire et qu'il est en croissance descendante. Et donc la question qu'on se pose est de savoir quelle est la trajectoire latente moyenne qui s'ajuste le mieux à ces données. Donc comparativement à l'analyse de variance à mesure répétée, on ne s'intéresse pas à la courbe des moyennes observées, autrement dit à la différence entre les moyennes observées, mais plutôt on s'intéresse à la trajectoire moyenne latente qui est constituée de 2 paramètres, la constante et la pente. Alors c'est une différence fondamentale qui sépare l'analyse de variance répétée au modèle de courbe de croissance latente. Donc ici on cherche à modéliser la courbe de croissance latente, autrement dit la trajectoire latente, donc qui est estimée à l'aide d'un modèle de régression. Donc on va à la recherche de cette trajectoire latente moyenne qui s'ajuste le mieux à ces données observées. Alors pour ce faire, on va sortir cette trajectoire latente moyenne en cliquant toujours sur Plot, View Plot. Ensuite, vous avez moyenne estimée et moyenne de l'échantillon, donc moyenne estimée et moyenne observée dans l'échantillon. Alors on va cliquer sur View de façon à voir apparaître ces 2 trajectoires qu'on avait visualisées plus ou moins auparavant. Donc ici vous avez 2 types de trajectoires.
vous avez la trajectoire moyenne observée de l'échantillon, donc avec le cercle, et la trajectoire moyenne estimée, autrement dit moyenne latente, symbolisée par le triangle. Et donc ici, assez clairement, les deux trajectoires coïncident. C'est la situation qui arrive lorsque le modèle s'ajuste presque parfaitement aux données. Autrement dit, la trajectoire latente, ou si vous voulez la trajectoire estimée, s'ajuste parfaitement par rapport à la trajectoire observée à l'aide des données de l'échantillon. Mais souvent, dans la plupart des cas, il va y avoir plus ou moins quelques écarts entre les deux trajectoires. Étant entendu que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la trajectoire moyenne estimée, ou si vous voulez, la trajectoire moyenne estimée à l'aide du modèle de régression. Étant entendu que plus ces deux trajectoires se rapprochent l'une de l'autre, plus le modèle s'ajuste parfaitement aux données. En l'occurrence, on peut bien voir le statut initial, donc autour de 8.4, mais aussi le taux de changement, donc qui indique qu'il y a une diminution assez importante des troubles de conduite à travers le temps. Étant entendu qu'on peut faire un peu d'édition sur les graphiques de façon à ce qu'ils soient plus présentables. Alors pour ce faire, je mets clic droit. Ensuite, je clique sur axe propriété et édit. Le type de l'axe horizontal, je peux mettre temps de mesure, c'est vraiment le temps de mesure. Ensuite, je peux changer la mise en forme. Par exemple, je peux augmenter à 18. Alors, je mets OK. L'axe Y, je vais changer les intervalles, par exemple, à 1, de façon à avoir seulement 0, comme le temps initial, 1 et 2. Donc, je vais mettre intervalle de 1. Je pense que ça va être suffisant. OK. Et on voit que c'est plus lisible. Donc, on a temps 0, donc qui équivaut au temps 1, 1 qui équivaut au temps 2, et 2 qui équivaut au temps 3. Et on a temps de mesure. Alors, le graphique est plus lisible ainsi. Alors, on va en détail vérifier ce qui se passe dans nos données. Peut-être en commençant par visualiser le diagramme. Alors, on va y aller en cliquant sur diagramme, view diagramme, pour voir apparaître effectivement le diagramme de notre modèle. Donc, on voit bien ici que pour ce qui est de l'intercept, eh bien, les loadings sont fixés à 1. Et pour ce qui est du slope, les loadings sont fixés effectivement à 0. Donc, ici, le logiciel ne représente pas la relation entre le slope et la variable mesurée au temps 1 parce que c'est 0. Ensuite, 1 pour le temps 2 et 2 pour le temps 3. Ce sont des valeurs fixes. Par contre, nous avons les paramètres estimés, en l'occurrence les erreurs de mesure. Nous avons la variance de l'intercept, la variance du slope et la covariance. Par contre, M+ ne représente pas visuellement les valeurs respectives de l'intercept et du slope, mais qu'on va pouvoir observer dans les sorties d'M+, étant entendu qu'on peut présenter seulement les valeurs standardisées et enlever tout ce qui est erreur type, retenir seulement les estimés. Ainsi, c'est plus lisible. Alors, on va y aller, on va vérifier plus en détail ce qui se passe dans les sorties M+, étant entendu qu'ici, vous avez les résultats non standardisés. Donc, on voit bien que les coefficients reliant l'intercept aux 3 mesures observées sont fixés à 1. Pour ce qui est du slope, eh bien, les coefficients sont fixés à 0 pour le temps 1, c'est le temps de référence, 1 pour le temps 2, 2 pour le temps 3. Et donc, on suppose que l'évolution à travers le temps se fait selon un intervalle régulier. Donc, de 0 à 1, de 1 à 2. Alors, on va s'intéresser à cette ligne
sous mean, donc moyenne, vous avez l'intercept I et slope comme pente S. Et donc assez clairement, l'intercept que nous avions visualisé tout à l'heure, donc voilà ici, est de 8.38 ou 8.4 approximativement. Et il s'avère statistiquement significatif. De même, le slope ou la pente est de moins 0.97 et s'avère statistiquement significative, cette pente. Et donc, on voit bien effectivement que l'intercept ou statut initial et le slope sont en quelque sorte des moyennes, puisque ce sont des valeurs moyennes obtenues sur la base des trajectoires individuelles latentes. Alors ici, vous avez la covariance entre l'intercept et le slope. Donc, en l'occurrence, les enfants qui débutent avec un score élevé au temps 1 voient effectivement une diminution de la pente à travers le temps. C'est ce que signifie la valeur négative de cette covariance. Alors qu'ici, l'intercept traduit le score des troubles de conduite au départ. Donc, c'est le statut initial. Autrement dit, les enfants commencent avec un score de 8.38 sur l'échelle des troubles de conduite. Mais que d'un temps à l'autre, bien, les scores de troubles de conduite diminuent de moins 0.97. Donc, lorsque le temps augmente d'une unité, eh bien, le score des troubles de conduite diminue de moins 0.97. Eh bien, ça s'interprète un peu comme la pente d'un modèle de régression. Alors, maintenant que nous savons que l'intercept et le slope sont statistiquement significatifs, vérifions maintenant s'il y a une variabilité autour de ces moyennes, ou si vous voulez, autour de ces effets fixes. Eh bien, on va pouvoir le vérifier ici, sous variance. En l'occurrence, on voit bien que la variance autour de l'intercept est symbolisée par la valeur 21.55. Donc, c'est la variabilité des scores autour du statut initial. Et cette variance, elle se révèle statistiquement significative. Le slope, sa variance tourne autour de 3.87. Et cette variance, elle est statistiquement significative, au moins au seuil de 95%. Ce qui signifie qu'il y a une variabilité autour de l'intercept et une variabilité autour du slope. Et par conséquent, on va pouvoir expliquer cette variabilité autour de nos deux paramètres de façon à inclure des prédicteurs. Étant entendu qu'ici, vous avez les intercepts, donc bien sûr, qui sont fixés à 0. Les erreurs de mesure, on les a ici. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes ces informations, étant entendu qu'ici, vous avez les scores standardisés. Donc, en l'occurrence, encore une fois, nous savons qu'il y a une variabilité significative autour de la trajectoire latente, si on considère les paramètres que sont l'intercept et le slope. Reste maintenant à expliquer les différences interindividuelles dans le changement, c'est-à-dire autour de l'intercept et du slope. Pour ce faire, on va estimer un modèle conditionnel qui permet d'inclure une covariable. Étant entendu qu'ici, vous avez une façon d'interpréter les résultats du modèle inconditionnel qui justifie l'inclusion de prédicteurs dans le modèle de façon effectivement à expliquer les différences interindividuelles dans le changement. On introduit essentiellement des prédicteurs fixes, en l'occurrence le genre, c'est un prédicteur fixe qui ne change pas à travers le temps. Également, l'utilisation des services, je l'ai conceptualisée, je l'ai construite de telle sorte qu'elle ne change pas à travers le temps. Donc, on s'intéresse aux enfants qui ont utilisé des services à tous les temps de mesure. Donc ici, c'est un prédicteur fixe. Étant entendu qu'on aurait pu aussi inclure des prédicteurs variant dans le temps, comme par exemple les problèmes externalisés. En l'occurrence, s'il y a une constance dans la diminution des troubles de conduite à chaque temps de mesure, c'est parce qu'il y a quelque part des problèmes sous-jacents qui effectivement varient en même temps que les problèmes
de conduite. Et ces problèmes sous-jacents peuvent être des problèmes externalisés qui peuvent expliquer le fait que la trajectoire soit constante d'un temps à l'autre. Et bien, dans ce cas, on gagnerait effectivement à inclure les problèmes externalisés comme caractéristiques variant à travers le temps. Ce que vous allez pouvoir approfondir personnellement ou dans le cadre d'un autre cours. Alors, on va surtout s'intéresser à l'effet de caractéristiques fixes sur des trajectoires. Autrement dit, on est au niveau 2, précisément au niveau des différences interindividuelles. Alors que lorsqu'on fait varier un prédicteur à travers le temps, c'est qu'on veut expliquer les changements intra-individuels. Donc on est au niveau 1. Donc on va s'intéresser surtout aux prédicteurs de niveau 2. Alors pour ce faire, on va inclure carrément sexe et service comme étant des prédicteurs. Alors on va les inclure tour à tour. Alors on va y aller, on va retourner à notre problème et estimer le modèle conditionnel qui cherche effectivement à prédire l'intercept et le slope à l'aide de la variable, par exemple, service. On va commencer par service, point virgule. C'est tout. Donc, I, S, on, service. Donc, l'idée est de prédire les paramètres de la trajectoire latente à l'aide de la variable service. Alors, on va vérifier si le tout semble correct et ne pas oublier de signifier au logiciel qu'on a inclus service comme étant prédicteur. Et donc, inclus service dans la liste des variables à utiliser. Alors, on va enregistrer ce modèle conditionnel, enregistrer et cliquer sur Run, de façon à voir apparaître les résultats. Alors, nous retrouvons nos 173 cas constituant la base de données. On voit bien que le modèle s'ajuste parfaitement aux données. Alors, on va vérifier l'effet des services sur l'intercept. Donc, assez clairement, l'utilisation des services a un effet sur le statut initial. Et l'effet est positif. Et bien, ça signifie effectivement que les enfants qui utilisent des services ont tendance à avoir des scores de troubles de conduite élevés au temps initial, c'est-à-dire au temps de départ. Alors, ça a du sens parce qu'on suppose que les enfants qui utilisent des services sont des enfants qui en ont besoin, donc dont la situation est un peu critique en termes de troubles de conduite. Qu'en est-il de l'effet des services sur le taux de changement? Donc ici, l'effet est négatif, mais aussi significatif, au moins à 95%. Et donc l'utilisation des services a un effet négatif sur le taux de changement. Autrement dit, plus on utilise des services, plus le taux de changement diminue. C'est le signe effectivement de l'efficacité en quelque sorte des services psychosociaux utilisés par les enfants. Donc voilà les informations qu'on peut retirer de ce modèle conditionnel. Eh bien, on va y aller avec sexe, étant entendu que service a un effet autant sur le statut initial que sur le taux de changement. Et donc, de manière générale, on peut avancer que cette variable permet effectivement de prédire la trajectoire latente des enfants en termes de troubles de conduite. Alors, on va changer de variable prédictrice, on va mettre le sexe. Donc, lorsqu'on considère le sexe comme prédicteur, comment se comportent les résultats? Étant entendu qu'ici, 1 c'est gars, 0 c'est fille. On peut peut-être enregistrer le fichier d'abord, donc conditionnel 2. Enregistrer et cliquer sur Run pour voir apparaître les résultats. Donc là aussi, le modèle s'ajuste bien aux données. On va surtout s'intéresser à l'effet de sexe, d'abord sur le statut initial, c'est-à-dire au départ. Et donc c'est assez clair qu'il y a une différence entre fille et gars quant au statut initial. Et l'effet est positif. Autrement dit, les gars ont plus tendance à avoir des scores élevés au départ que les filles. Alors ça a du sens. Et l'effet est statistiquement significatif. Qu'en est-il pour ce qui est de la pente? Ici, l'effet n'est pas significatif. Donc il n'y a pas de différence
entre gars et filles quant au taux de changement. Donc si on devait sortir les trajectoires chez les gars et les filles, on verrait pratiquement deux trajectoires parallèles. De telle sorte que la pente serait la même, qu'on soit gars ou fille. Justement, lorsqu'on inclut le sexe comme étant covariable, difficile de s'imaginer ce que sera réellement la trajectoire des filles et la trajectoire des gars. Alors, une façon effectivement d'observer, de visualiser ces deux trajectoires, de façon à mieux interpréter l'effet de sexe sur les troubles de conduite à travers le temps, et de procéder à l'analyse multigroupe, autrement dit de tester l'invariance du modèle inconditionnel. Donc l'idée étant de savoir si le modèle inconditionnel de courbe de croissance latente est invariant selon qu'on est gars ou fille. Autrement dit, est-ce que le modèle diffère selon qu'on est gars ou fille? L'enjeu est surtout de pouvoir visualiser les différences entre les deux groupes. Alors pour ce faire, on va suivre un certain nombre d'étapes. Alors, première étape, on va estimer le modèle où les paramètres sont libres de varier selon les groupes. Alors, on va y aller en incluant une nouvelle ligne de commande, autrement dit la fonction grouping. Donc, l'idée est d'estimer le modèle inconditionnel à l'intérieur de nos deux groupes. Étant entendu qu'il faut éliminer les éléments du modèle conditionnel. Donc, l'idée, c'est de tester l'invariance du modèle inconditionnel. Donc, on a grouping is. Alors, on va grouper selon la variable sexe, étant entendu que 0 réfère à fille et 1 à gars. Point virgule. Donc, cette nouvelle ligne signifie tout simplement qu'on va estimer le modèle inconditionnel à l'intérieur des groupes filles et gars, de façon à faire varier les paramètres à l'intérieur de ces deux groupes. C'est ce qu'on appelle le modèle libre, ou si vous voulez, le modèle configural. Alors, on peut changer, peut-être parler de invariance configurale, le point trajectoire de trouble de conduite. Alors, on va enregistrer le fichier de syntaxe sous, par exemple, invariance configurale. Enregistrer. Alors, on va vérifier si l'ensemble semble correct. Oui, apparemment. Alors, on va cliquer sur Run de façon à voir apparaître les résultats. Nous retrouvons les 113 filles qui constituent l'échantillon comparativement aux 100 gars, le total étant de 173 enfants. Alors, on va dérouler et voir comment s'ajuste le modèle. Évidemment, puisque nous avons ici deux groupes, eh bien, le modèle est multiplié par 2. Donc, le modèle inconditionnel comportait 8 paramètres. Si vous le roulez à l'intérieur des deux groupes, on aura 2 fois 8. Donc, 16 paramètres au total, dont 8 à l'intérieur de chaque groupe. Bien sûr, le nombre de degrés de liberté qui était de 1 est multiplié par 2 lorsque vous incluez deux groupes. Et donc, on voit bien que le qui carré du modèle libre, autrement dit modèle configural, est de 4.378. Et ce n'est plus significatif, statistiquement parlant. Et donc, on voit bien que le modèle s'ajuste bien. Autrement dit, le modèle configural ou libre s'ajuste bien aux données. Alors, les filles, leur contribution au qui carré est de 3.187 et les gars, 1.19. Et donc, on voit bien que le modèle des gars s'ajuste encore mieux aux données puisque le qui carré est plus petit. Donc, il semble effectivement que le modèle libre s'ajuste bien aux données, ce qui signifie qu'il y a probablement des différences entre gars et filles. Alors, on peut visualiser ces différences en cliquant sur Plot, View Plot. Alors, on va observer les trajectoires latentes et observer. En rouge, vous avez le groupe des filles et en bleu, le groupe des gars. Donc, assez clairement, la constante est plus élevée du côté des gars que du côté des filles.
Autrement dit, les gars commencent avec des scores plus élevés en termes de troubles de conduite que les filles. Par contre, on voit bien que le taux de changement est pas mal similaire. En tout cas, il semble ne pas y avoir trop de différence par rapport au taux de changement, c'est-à-dire par rapport, étant entendu que tout à l'heure, avec le modèle inconditionnel, on avait bel et bien vu qu'il y avait une différence entre gars et filles pour ce qui est de la constante et pas de différence pour ce qui est de la pente. Eh bien, on vient de le visualiser à l'aide des trajectoires des filles et des gars. Il reste maintenant à vérifier si effectivement cette différence entre gars et filles est statistiquement significative ou pas. Alors pour ce faire, on va comparer le qui carré du modèle libre au qui carré du modèle avec contrainte. Alors le modèle libre a comme qui carré 4.378, le nombre de degrés de liberté 2. Alors on va s'intéresser au modèle contraignant. Autrement dit, deuxième étape, on va contraindre les paramètres, c'est-à-dire l'intercept et la pente, comme étant égaux selon les groupes filles et gars. Alors on va mettre I intercept avec les deux crochets entre parenthèses 1. On fait de même pour ce qui est du slope. Donc on aura slope, donc on va mettre cette fois-ci 2. Donc intercept 1, slope 2. Alors ça c'est le modèle de référence, autrement dit le modèle fille. Pour le modèle gars, alors on va saisir modèle gars, 2 points. Alors pourquoi on met gars? Parce qu'ici on a 1 égale gars. Si on avait 1 égale homme, eh bien on mettrait modèle homme. Donc ici on a un modèle gars. Alors on va reproduire tout simplement les mêmes paramètres et les coller ici. Alors on va chercher à comprendre la syntaxe. En l'occurrence, donc modèle tout court réfère à modèle fille et ici on a un modèle gars. Donc on compare les filles, la référence par rapport aux gars. Alors l'idée c'est de signifier qu'en fait l'intercept des filles I est égal à l'intercept des gars I en mettant 1 et 1. Le slope des filles est égal au slope des gars en mettant 2 et 2. On aurait pu mettre A2 ou bien B2, C2, peu importe. L'idée, c'est de mettre un chiffre ou bien une lettre ou bien un chiffre et une lettre qui sont égaux d'un groupe à l'autre. C'est ça un peu le principe qui sous-tend ces valeurs entre parenthèses. Et donc, nous venons de signifier au logiciel qu'en fait, les paramètres intercept et slope sont égaux à l'intérieur des groupes filles et gars. Eh bien, on va enregistrer la syntaxe sous donc, invariance avec contrainte. On va enregistrer et vérifier si l'ensemble semble correct. Alors, on a un modèle de référence fille, modèle gars. I intercept 1, slope 2, slope 2. Alors, ça semble contraint. Alors, on va cliquer sur Run pour voir apparaître les résultats. On voit l'ajustement du modèle. Donc, le qui carré est de 14. Alors, on va écrire 14.89. 4 degrés de liberté. Alors, c'est assez clair que le modèle ne s'ajuste pas bien aux données. En tout cas, ça s'ajuste moins aux données que le modèle libre. Et donc, c'est le signe, effectivement, que le fait de considérer les groupes comme étant égaux n'est pas vérifié probablement dans les données. Donc, ça signifie que le modèle libre est meilleur que le modèle contraignant. Donc, c'est le signe, effectivement, qu'il n'y a pas d'égalité entre gars et filles. Mais pour le vérifier, scientifiquement parlant, il faut comparer les deux qui carrés. Alors, on va y aller en calculant tout simplement la différence. 14,89 moins 4,378 égale 10,5. Donc, la différence est de 10,5. Et la différence par rapport au nombre de degrés de liberté, 4 moins 2, c'est 2. Est-ce qu'un qui carré de 10,5 avec 2 degrés de liberté est statistiquement significatif ou pas? Évidemment, avec 2 degrés de liberté, il faut minimalement 5,99 comme valeur critique. Et donc, clairement, la valeur calculée 10,5 dépasse
de loin la valeur critique 5,99. Évidemment, on peut calculer plus précisément le P en utilisant ce site web. Vous obtiendrez tout naturellement un plus-value autour de 0,05. Donc, c'est assez clair que la différence entre le modèle libre et le modèle contraignant est statistiquement significative. Et par conséquent, il y a non-invariance du modèle inconditionnel selon le sexe. Évidemment, on peut procéder à des tests d'invariance partielle pour voir exactement où se situe la non-invariance, autrement dit la modération. Très simple, on contraint seulement l'intercept et on compare ce modèle contraignant au modèle libre. Ensuite, on contraint seulement le slope et on compare ce modèle contraignant au modèle libre. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte effectivement que la différence apparaît seulement au niveau de l'intercept et qu'au niveau de la pente, la différence ne s'avère pas statistiquement significative. Voilà donc comment procéder à l'estimation du modèle inconditionnel, conditionnel et surtout à l'analyse multigroupe dans le cas de la modélisation de courbes de croissance latente. Étant entendu que pour la présentation des résultats, on peut utiliser les trajectoires latentes, donc pour visualiser, mais aussi présenter les résultats sous forme tabulaire en y intégrant bien sûr les paramètres de la trajectoire latente, autrement dit l'intercept, le slope, mais aussi les variances ainsi que leur signification statistique. Alors on peut présenter un tableau incluant toutes ces informations. Alors nous venons de procéder à l'analyse de courbes de croissance latente qui postulent que les individus suivent des trajectoires autour d'une courbe latente moyenne. C'est le postulat sous-jacent à un tel modèle. Sauf que tous les individus ne suivent pas nécessairement des trajectoires normales. Ici, des trajectoires descendantes. Alors, on l'a vu avec l'analyse multigroupe lorsqu'on a impliqué le sexe en l'occurrence. Il y a des individus qui certainement vont suivre des trajectoires atypiques, donc qui ne sont pas normales, entre guillemets. Alors, une façon effectivement de mettre en évidence des sous-groupes de trajectoires de changement à travers le temps, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le modèle de classe latente pour courbe de croissance. En l'occurrence, il s'agit d'un modèle mixte de croissance latente, ou si vous voulez, un modèle non paramétrique. Pourquoi non paramétrique? Parce qu'ici, il n'est pas nécessaire que les trajectoires individuelles suivent une distribution normale et linéaire. Donc, dans le cas de ce modèle, chaque groupe de trajectoires va avoir ses propres paramètres. C'est tout à fait le contraire dans le cas du modèle de courbe de croissance latente où effectivement chaque individu a sa propre trajectoire latente et donc ses propres paramètres. Ici, on suppose que les individus appartiennent à des groupes et que ce sont des groupes qui effectivement ont des paramètres parce qu'on s'intéresse à la trajectoire de chacun des groupes. Eh bien, on va essayer ensemble de déterminer le nombre optimal de classes de trajectoire latente en se référant à 3 éléments d'information. Alors, le BIC, Bayesian Information Criterion, donc il se calcule un peu sur la base du log de vraisemblance, mais aussi, si vous voulez, du chi carré. Comme le BIC est un critère d'ajustement d'un modèle aux données, eh bien, on retient la solution dont le BIC est le plus petit possible. Deuxième critère, l'entropie, qui correspond un peu au taux de classement que nous avions vu dans le cas du modèle logistique. L'entropie mesure le taux de classement des individus selon leur probabilité d'appartenance au groupe, puisque le logiciel utilise les probabilités pour affecter les individus à des classes de trajectoire, étant entendu que lorsque chacun des individus a une probabilité élevée d'appartenir à une classe latente unique, eh bien l'entropie est élevée. Troisième critère, eh bien, c'est le test Low-Mendel et Rubin Likelihood, donc le test LMR-LRT, qui permet effectivement
de comparer deux solutions. Précisément, une solution à K classes comparativement à une solution à K-1 classes. Précisément, on va comparer la solution à 2 classes par rapport à la solution précédente, autrement dit à une classe, la solution à 3 classes par rapport à la solution précédente, autrement dit à 2 classes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'effectivement la différence est statistiquement significative, on va généralement poursuivre la recherche d'une autre solution. Et lorsque la différence n'est plus significative statistiquement parlant, eh bien, on s'arrête net à la classe inférieure parce qu'on retient effectivement la solution la plus parcimonieuse. Alors, on va y aller ensemble. On va procéder à la modélisation de classes latentes en partant du même problème de recherche. Autrement dit, au lieu de modéliser les trajectoires des individus autour d'une trajectoire latente moyenne, eh bien, on va mettre en évidence des sous-groupes de trajectoires. Alors, je vais ouvrir le modèle inconditionnel de tout à l'heure. Peut-être changer le titre en classe latente de trajectoire de troubles de conduite. Alors, spécifier au logiciel qu'en fait, nous voulons des classes C, entre parenthèses, et on va spécifier le nombre de classes qu'on veut. Donc, généralement, on va commencer avec une classe. Alors, le modèle, alors ça va tenir, pas de changement là-dessus. Mais sous classe, on va introduire une nouvelle ligne de commande, donc analysis, deux points, donc type égale mixture. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un modèle à mélange, puisque les individus peuvent suivre n'importe quel type de trajectoire, autrement dit des trajectoires linéaires, des trajectoires curvilinéaires, et donc d'où le nom de mixture. Donc mixte, il s'agit d'un modèle mixte, ou si vous voulez, un modèle de mélange de trajectoires. Donc analysis type égale mixture, et au niveau de modèle, on va signifier au logiciel qu'en fait, on s'intéresse à l'ensemble du modèle, donc en mettant deux pourcentages qui encadrent overall. Ensuite, on retient le même modèle. Peut-être une dernière information à spécifier au niveau de l'output. On va mettre tech 11 pour signifier au logiciel que nous voulons le test de signification comparant les différents modèles. Alors, tout semble correct. On va enregistrer les fichiers sous classe latente de trajectoire. Enter. Alors, on va cliquer sur Run, étant entendu qu'on est en train d'estimer une solution à une classe. Donc, on va cliquer sur Run de façon à voir apparaître les résultats. Étant entendu que pour une solution à une classe, technique 11 ne s'applique pas. Donc, Tech 11 ne s'applique pas. Alors, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le BIC. Donc, ici, le BIC est de 3155.7. Eh bien, on va noter que la solution à une classe donne un BIC de 3155.7. Donc, c'est la seule information qu'on peut noter ici, parmi les trois à considérer. Eh bien, on va fermer et signifier au logiciel, cette fois-ci, on voit une solution à deux classes. Run. Et on va vérifier les résultats. En s'intéressant en particulier au BIC, donc qui est de 3148.8. Donc 3148.8, donc c'est le BIC de la solution à deux classes. Lorsqu'effectivement on estime une solution à deux classes ou plus, eh bien il est possible de connaître l'entropie, autrement dit le taux de classement, ici qui est de 0,77. Donc on pourrait interpréter du genre, eh bien le modèle classe correctement 77% des cas. Alors ça s'interprète un peu comme le taux de classement
que nous avions vu lorsque nous abordions le modèle logistique. Et finalement, vérifions si la solution à deux classes se différencie statistiquement parlant par rapport à la solution à une classe. Et bien, pour ce faire, on va s'intéresser au test Low-Mendel-Rubin, donc ajusté, donc le test LRT. Donc, le p-value est de 0.0186, et donc c'est assez clair que la solution à deux classes diffère de la solution à une classe. Et donc, on va vouloir poursuivre et donc estimer une solution à trois classes. Run. Vérifier dans un premier temps le BIC de la solution à trois classes, donc qui est de 31,53. Alors on va noter, donc 31,53. L'entropie est de 113 et la différence n'est pas statistiquement significative entre la solution à trois classes et la solution à deux classes. Eh bien, on peut s'arrêter là. Et comme la solution à trois classes ne diffère pas de la solution à deux classes, on va vouloir se contenter de la solution la plus parcimonieuse, soit la solution à deux classes. Mais on peut quand même continuer à estimer, par exemple, quatre classes, mais ce n'est même plus nécessaire. On va quand même le faire. Donc, on veut une solution à quatre classes latentes de trajectoire qui donne tout simplement un BIC de 31,60 ou 101 si on arrondit. Même si l'entropie est élevée, c'est assez clair que ce modèle à quatre classes ne se différencie pas du modèle à trois classes qui n'est pas différent du modèle à deux classes. Et donc, si on se réfère au BIC, à l'entropie et au test LRT, eh bien la solution à trois classes latentes de trajectoire est la solution optimale. Donc la solution à deux classes s'ajuste mieux aux données. Eh bien, on va en particulier sortir les trajectoires de ces deux classes. Donc, on va revenir à 2. Donc, on va signifier au logiciel de revenir à une solution à deux classes. On va cliquer sur Run. Et surtout, aller vérifier les trajectoires obtenues en cliquant sur Plot, View, moyenne estimée et observée de l'échantillon, View, pour voir apparaître nos deux trajectoires. Alors voilà les deux classes de trajectoires que nous avons obtenues. Alors c'est assez clair qu'on a un groupe bleu, donc qui suit une trajectoire descendante. Donc c'est un peu la trajectoire que nous avions observée dans le cadre du modèle de courbe de croissance latente. Mais aussi, il y a un groupe dont la proportion n'est pas très élevée, donc autour de 23,5%, dont la croissance est ascendante. Alors, il faut peut-être étiqueter ces deux classes. Pour la classe rouge, alors on pourrait parler d'une trajectoire critique ou problématique. Alors, c'est assez clair que les troubles de conduite augmentent pour cette classe en rouge, alors que pour cette classe en bleu, les troubles de conduite ont tendance plutôt à diminuer. Et donc, on peut parler de classes problématiques en rouge et de classes moins problématiques. Reste maintenant à s'intéresser au modèle conditionnel de façon à expliquer l'appartenance à un groupe plutôt qu'à un autre. Autrement dit, est-ce qu'il y a des prédicteurs qui peuvent expliquer le fait que certains enfants suivent cette trajectoire plutôt que cette trajectoire? Eh bien, on va considérer le sexe et l'utilisation des services comme étant des prédicteurs potentiels de l'appartenance aux classes latentes de trajectoire. Alors, pour ce faire, pour cette fois-ci, on va les inclure simultanément. Alors, on va y aller. Donc, on va retourner à notre modèle de départ et signifier au logiciel qu'en fait, c'est, autrement dit, le nombre de classes 2
on, donc on va régresser le nombre de classes on, service et sexe. Alors on va les inclure cette fois-ci simultanément. Étant entendu que pour les variables à utiliser, on va inclure sexe et service. Alors c'est on, service et sexe. Donc on considère service et sexe comme étant les prédicteurs de l'appartenance à une classe plutôt qu'une autre classe. Alors puisqu'ici nous avons deux classes, eh bien le logiciel va procéder à une régression logistique. Et la catégorie de référence, c'est la catégorie la plus élevée, donc 2. Donc ici la classe 2 par défaut sera considérée par M+ comme étant la catégorie de référence. Et la catégorie 2, on l'a ici. Donc, c'est la trajectoire bleue. Donc, vous vous rappelez que le logiciel va comparer la probabilité d'appartenir à la classe rouge, autrement dit trajectoire montante, autrement dit à la classe problématique, plutôt qu'à la classe non problématique. Étant entendu que, vous le verrez tout à l'heure, que par la suite, le logiciel nous sort les résultats en inversant la catégorie de référence, ce qui est très pratique. Alors, on va y aller. Donc, c'est on service sexe, c'est correct. Donc, on va enregistrer sous classe de trajectoire en parenthèse conditionnelle. Et on clique sur Run de façon à voir apparaître les résultats. Et immédiatement, on va aller vérifier l'effet de nos deux variables. Et on les a ici. Alors, on a la catégorie 1, donc à comparer à la catégorie 2. Donc, classe 1 à comparer à la classe 2. Donc, quelle est la probabilité d'appartenir à la classe 1, c'est-à-dire la classe problématique, plutôt qu'à la classe non problématique? Alors, l'effet de service d'abord. Alors, vous rappelez qu'ici, on a des logites, puisqu'effectivement, c'est un modèle de régression. Donc, ici, le logit de service est de moins 1,47. Donc, ça signifie que la probabilité d'appartenir à la classe 1 plutôt qu'à la classe 2, autrement dit à la classe problématique plutôt qu'à la classe non problématique, est moins importante lorsqu'on utilise des services. C'est ce que signifie le signe moins. Alors, on voit bien que l'effet de service est statistiquement significatif. Qu'en est-il de l'effet du sexe? Eh bien, le fait d'être gars plutôt que fille diminue la probabilité d'appartenir à la classe problématique plutôt qu'à la classe non problématique. Alors, c'est une situation un peu atypique, comme l'est d'ailleurs cette trajectoire. Le fait qu'effectivement que les gars aient moins de chances d'appartenir à la classe problématique plutôt qu'à la classe non problématique. Alors, l'intercept, ici, on l'a à 2,02, donc c'est le logit prédit. Lorsqu'effectivement les prédicteurs sont nuls, donc ça s'interprète comme un modèle de régression parce que c'est carrément un modèle de régression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel nous donne aussi les rapports de code, autrement dit les exponentielles des logits, rapports de code qui sont beaucoup plus faciles à interpréter. En l'occurrence, ici, le rapport de code de service est de 0,229. Lorsque le rapport de code, encore une fois, est inférieur à 1, on va effectivement simplifier l'analyse en prenant 1 divisé par 0,229 égale. Et donc, on peut avancer que les enfants qui ont utilisé des services au cours de l'enquête ont 4,37 fois moins de chances d'appartenir à la classe problématique plutôt qu'à la classe non problématique. Et ça a du sens, parce que l'utilisation effectivement des services fait diminuer les troubles de conduite. Alors, l'interprétation est certes intuitive dans le cas de l'effet de service, par contre, elle est moins intuitive dans le cas de l'effet du sexe. Donc ici, on prend 1 divisé par 0,36, 8 égale 2,72. Et effectivement, ici, les gars ont 2,7 fois moins de chances d'appartenir à la classe
problématique plutôt que la classe non problématique. Donc voilà une façon effectivement d'interpréter les résultats du modèle conditionnel. Et vous avez une façon effectivement d'interpréter les résultats sous un format publiable en quelque sorte. Je vais finir rapidement sur la sauvegarde des résultats. En particulier, je vais revenir à notre modèle de départ, donc de classe latente de trajectoire. Alors là, ici, il peut être utile, en fait, de sauvegarder non seulement les classes, mais aussi les probabilités à partir desquelles le logiciel classe les individus dans une classe de trajectoire plutôt qu'une autre classe de trajectoire. Alors on va y aller, on va sauvegarder nos classes de façon ultérieurement à pouvoir procéder à des séries d'analyse comme des séries de régression multiples. Alors pour ce faire, on va saisir la commande save data. Donc on va sauvegarder les données, donc save data. Donc deux points, save égale c'est propre. Donc on veut sauvegarder les classes et les probabilités. Donc save propre. Revenir à la ligne et saisir file. Donc spécifier le nom du fichier. Donc file is c'est propre. On aurait pu écrire proba par exemple. Probabilité. Ou si vous voulez, on aurait pu écrire classe prob et point date puisque c'est l'extension par défaut de la base de données M+, point virgule. Donc on aura save data, save égale c'est probabilité, donc on veut sauvegarder les classes et les probabilités dans le fichier intitulé classe prob.date. C'est tout, on devrait avoir nom de classe ainsi que les probabilités. Alors on va cliquer sur Run de façon à voir apparaître la création de la base de données incluant les probabilités ainsi que les classes. Et effectivement, on le voit ici. Donc on a l'information comme quoi les données ont été sauvegardées. Et qu'on retrouve nos trois variables observées, l'intercept, slope et surtout les probabilités. Donc probabilité 1, 2, ainsi que les classes auxquelles les individus ont été affectés. Généralement, le fichier est directement créé dans le dossier où figure la base de données. Alors on l'a ici. Donc on a classe prop. Donc nous avons la base de données qui ainsi est créée. Mais voilà, nous venons ensemble de voir comment procéder à l'analyse en composantes principales, l'analyse des facteurs communs ou analyse factorielle exploratoire, mais aussi comment procéder à l'analyse factorielle confirmatoire avec M+. Avant de s'intéresser en particulier à la modélisation de trajectoires latentes, en commençant par le modèle paramétrique, avant de terminer avec le modèle non paramétrique. Bien voilà, ça va être tout pour le Labo Web 5.